Terra Silia, redécouvrez votre lien au vivant. Bonjour Nolwenn. Bonjour Eva. Écoute, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de faire cette interview dans cette belle forêt de hêtres à Torgny. Je suis honorée. Donc, Nolwenn Lécuyer, je vais te présenter en quelques mots. Alors, j'ai un petit copion parce que tu as beaucoup de compétences, tu es multiples casquettes. C'est la force de l'âge. Donc, tu as une formation d'ingénieur agronome spécialisée dans la science des sols. Tu as travaillé pendant plus de 20 ans dans différents domaines en lien avec l'environnement, que ce soit dans l'associatif ou dans la fonction publique. Ce qui t'a permis d'acquérir des connaissances et des compétences en leadership dans la dynamique de groupe. Oui, un petit peu. Alors, à côté de ça, tu es guide en Shinrin-yoku et formatrice également. Donc, tu es certifiée depuis 2018 comme guide Shinrin-yoku par Bernadette Ray. Et tu co-animes avec Bernadette Ray des formations en Shinrin-yoku. Tout à fait. Et actuellement, ce que tu fais de façon régulière, je pense, tu accompagnes des groupes en forêt. Donc, tu es accompagnatrice avec également une formation de coach certifié, donc ce qui te permet de mettre en place un cadre de sécurité pour les personnes que tu accompagnes en forêt. Tu es également formée aux outils d'intelligence collective et de gouvernance partagée, et ça te permet d'instaurer ce climat de coopération dans les groupes, entre les personnes et avec les arbres. Alors, pour tout dire, c'est souvent la forêt qui est l'aide et le soutien pour amener ce côté de coopération et de fonctionnement en groupe, parce que c'est quand même un modèle. Et aujourd'hui, de plus en plus, on sait qu'il y a beaucoup de coopération au sein d'une forêt et pas que de la compétition, ce qui a été une nouvelle très importante pour moi. Eh bien, justement, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à développer cette pratique en lien avec la nature? Alors, je pense, comme beaucoup d'autres, j'ai joué dans les bois quand j'étais petite. J'ai passé beaucoup de temps à fuir le milieu familial et à grimper dans les arbres et créer mon monde magique là. Et en grandissant, je me suis un peu éloignée de la forêt, mais j'ai fait des études et donc une formation d'agronome et plus spécialement les sols. Je suis pédologue, donc c'est vraiment comment les sols fonctionnent. Et c'est après ces plus de 20 ans de pratique dans de l'institutionnel que j'ai eu vraiment un stop. Où j'ai été fatiguée d'être derrière un ordinateur, de voir ce monde qui n'avançait pas dans la direction que je souhaiterais pour ce monde, et que donc j'ai retrouvé la forêt. Et c'est la forêt qui m'a aidée à quelque part à retrouver du sens dans ma vie. Et en fait, j'ai aussi beaucoup de chance parce que je suis quelqu'un issu du milieu scientifique et j'avais besoin d'avoir le support scientifique pour me dire « Ah tiens, la forêt peut aussi nous soigner, outre le fait qu'elle nous fait du bien ». Dans le sens où, il y a une dizaine d'années, il y a eu de la médiatisation sur des recherches scientifiques qui amenaient tout ce volet de connaissances sur les bienfaits de la nature sur la santé humaine et sur notre bien-être. Et en particulier, la période où j'étais en arrêt, c'est là où est sorti un des films qui m'a marqué, qui est celui sur l'intelligence des arbres. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment comprendre ce qui me fascinait quelque part quand j'étais en forêt et ce qui me faisait du bien, parce que j'avais ce ressenti quand j'entrais dans une forêt que c'était un tout. Et que c'était pas du vivant ou des arbres séparés, mais que l'ensemble de la forêt constituait presque un organisme entier. Et il s'avère que par le sol, et donc moi, science du sol, l'information circule. Il y a beaucoup d'échanges d'informations à tel point qu'on fait aujourd'hui, alors c'est heureux, malheureux, en tout cas, il y a une telle quantité d'informations qu'on parle d'un cerveau dans le sol. Et alors je me suis dit, mais en fait ils sont tous en lien ici dans cette forêt et tout correspond, et donc c'est presque un organisme entier que cette forêt. Et chaque individu, chaque arbre fait partie de ce tout, de cet organisme. Ça m'a beaucoup aidé pour générer de l'espoir,
dans cette nouvelle orientation professionnelle que je prenais. Et le fait qu'il y ait toutes ces recherches et ces résultats scientifiques qui montraient ô combien l'humain était lié et avait besoin de la nature, que ça m'a vraiment rassurée et donné l'élan de me former comme guide en Shinrin-yoku, puisque là, ce terme vient du Japon parce que c'est eux qui ont les premiers vraiment médiatisé les résultats scientifiques. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai recherché une formation là-dedans. Et c'est une Québécoise qui offrait ses premières formations en français. Et en plus, cette Québécoise formatrice, Bernadette Ray, est reconnue par un institut international au Japon, au siège des chercheurs japonais. Ce qui m'a rassurée aussi. Donc voilà. Et alors du coup voilà, je me suis formée à ça et puis je me suis lancée en premier lieu dans des pratiques avec des groupes parce que c'est surtout des groupes que j'amène. Et j'ai plus axé ces marches en forêt autour du deuil. Parce qu'au moment où j'ai fini ma formation, en fait, j'ai eu une très proche amie qui est décédée. Et donc, j'étais très touchée par ce départ et j'allais beaucoup en forêt pour me recueillir et pour prendre un temps avec elle, en fait, et avec la nature. Et la forêt. Et là, m'est apparu comme c'était évident que la mort était source de vie en forêt et comme la vie a besoin de la mort, enfin ce cycle de la vie était tellement clair que les premières marches que j'ai proposées, c'est des marches en l'honneur de Karima, cette amie décédée. Et donc j'ai amené différents groupes de 10 personnes pour honorer et célébrer cette personne défunte et trouver un réconfort dans la forêt. Et par après, j'ai déployé plus d'activités avec des partenaires. Je travaillais beaucoup avec des partenariats où j'ai amené des groupes avec soit des institutions de formation, soit des ASBL. Et je donne donc aussi maintenant des formations avec Bernadette Ray. On est co-formatrices toutes les deux, donc on initie cette formation qui est longue. Pour nous, c'est important. Le temps donné à former les personnes, parce qu'on ne devient pas guide ou praticien en Shinrin-yoku en 3 jours, ça marche pas. Mais voilà, il faut acquérir vraiment des différentes compétences d'accompagnement aussi du groupe, mais aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce Shinrin-yoku. Et outre ça, j'organise aussi des événements autour de l'arbre, parce que c'est devenu, c'est une passion et que j'ai à cœur à la fois de faire connaître l'importance de ce vivant qui est autour de nous, en particulier la nature, et avec l'optique de dire cette nature nous soigne, prend soin de nous, nous offre 1000 services, mais qu'est-ce qu'on fait pour elle aussi? Donc c'est aussi un cycle, elle nous offre, mais qu'est-ce que nous on fait pour l'aider, pour la protéger, pour la soigner elle aussi. Donc voilà, j'ai donc un attirail de choses que j'ai déployées et puis voilà, maintenant je travaille avec Terra Sylvia, donc aussi le volet d'être dans la prévention santé. Donc moi je suis guide, je suis ingénieure, mais je ne suis pas thérapeute et donc c'est important pour moi d'être vraiment dans l'accompagnement de personnes qui, pour leur mieux-être, bien-être, pour quelque part qui préviennent à titre préventif, mais je suis pas là pour accompagner au niveau thérapeutique ces personnes. Là, j'ai mes collègues de Terra Sylvia qui le font. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment est-ce que tu mets en place ta pratique avec tes groupes que tu emmènes en forêt? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe, c'est que il y a toujours une entrée, il y a des seuils, donc une marche dans lesquelles je les amène. Alors, je parle plutôt de marche de ressourcement, marche de Shinrin-yoku, parce que c'est quand même inspiré de ce qui est fait au Japon.
Mais donc, il y a toujours une entrée en forêt. On rentre en forêt comme si on rentre chez quelqu'un. Et c'est aussi pour amener cette posture du respect du participant quand il rentre en forêt. Et puis, j'offre différentes pratiques qui sont des disciplines comme la pleine conscience, la méditation guidée. En tout cas, on guide dans une méditation d'éveil des sens. Et puis, on rentre dans de la lenteur, dans de la grande lenteur et le silence. Après, on a aussi des moments en groupe de partage parce que le partage au niveau des ressentis des personnes, on parle que de ça, permet à chacun d'aller plus loin dans le lâcher prise et dans l'expérience sensorielle dans laquelle je les amène. Et donc, c'est vraiment ça l'intention d'un guide qui accompagne le groupe, c'est différentes séquences d'une marche qui permet aux personnes de lâcher prise, de venir au moment présent, à l'instant présent, d'ouvrir tous les sens et de lâcher et d'observer et d'être là, apprendre à être plutôt qu'à faire. Il y a toujours aussi une clôture, on sort aussi de la forêt. Et donc voilà, c'est un peu ça le schéma. Et donc, je dirais, j'ai des marches d'une demi-journée, mais j'ai des marches qui vont jusqu'à plusieurs jours, parce qu'au plus on se laisse le temps, au plus on rentre dans ce temps long et ce temps quelque part de connexion, parce que c'est important pour quelque part pour entrer dans cet état d'apaisement et un bien-être et justement de bénéficier de ces bienfaits de la forêt, de prendre du temps et d'être dans dans cette lenteur et dans ce silence et donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir plusieurs jours. Je ne fais pas encore des séjours longs, mais si c'était possible, j'aimerais vraiment bien offrir ça. Aussi pour des participants, mais aussi pour des patients accompagnés d'un écothérapeute ou en tout cas de quelqu'un qui est compétent là-dedans, parce que je crois vraiment qu'on peut aider les personnes aussi à ce niveau-là. Ta démarche, elle s'inscrit vraiment dans un temps long. Oui, tout à fait. Ce qui permet d'aller connecter peut-être quelque chose à l'intérieur. Tout à fait. Et aussi, quelque part, sur le volet de ce que peut nous amener la forêt, c'est bénéficier des phytoncides. Donc, ce sont les molécules émises par les arbres au départ qu'elles émettent pour se protéger. Mais en fait, ce sont aussi ces molécules qui nous font beaucoup de bien, qui passent dans notre sang via la respiration et qui ont des effets sur notre immunité et d'autres aspects de notre corps. Eh bien, écoute, justement, j'allais te demander quels sont les bénéfices que retirent, est-ce qu'on dit les patients, les participants, peut-être que c'est l'occasion aussi de un peu nous expliquer à qui s'adressent ces marches en forêt, et donc de nous partager peut-être les bénéfices qu'éprouvent les personnes qui participent à tes marches et les bénéfices peut-être pour toi-même aussi lorsque tu proposes des marches en forêt. Ouais. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis agronome, je suis pas thérapeute, je suis formée à l'accompagnement des groupes. Mais c'est clairement aussi pour ça que je travaille avec Terra Sylvia, c'est que je suis épaulée par des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes, et donc moi j'accompagne, j'ouvre des portes. Je suis vraiment là en tant que guide. Et donc les personnes que j'amène sont des participants, et si c'était des patients, alors il y aurait un accompagnement en amont, une validation par un personnel reconnu au niveau médical et qui dirait Nolwenn peut accompagner un groupe, mais ces personnes sont suivies. Donc, parce que ça arrive, il y a des groupes, il y a des guides qui amènent des patients, mais alors il y a une terminologie différente qui est utilisée et il faut s'assurer, et on veille très fort à ça, en particulier dans les formations qu'on donne, à bien distinguer ce volet-là, le grand public, les participants et des guides, mais quand il y a des patients, le milieu médical, il faut un accompagnement et le personnel validé.
Oui. J'avais l'impression qu'il y avait... On entend oui, un écureuil. on est quand même avec d'autres vivants ici, hein. On n'est pas toute seule. Et donc les bénéfices, c'est bien. En fait, moi je vais parler des bénéfices qui sont reconnus au niveau scientifique, Oui. et que je peux observer pour certains directement après une marche, parce que le Shinrin-yoku, il faut se dire, il est aussi issu de recherches suite au fait qu'au Japon, ils se sont développés économiquement très rapidement, et donc ils ont eu les effets du stress et même de la mort au travail. Donc le ministère de la Santé, déjà dans les années 80, s'est intéressé à cette problématique-là et a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire. Il savait que le shintoïsme, qui est donc là les pratiques entre guillemets spirituelles religieuses menées par les Japonais, amènent les Japonais en forêt. Ils ont dit tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de ramener les Japonais en forêt et de lancer des recherches à ce niveau-là, d'amener des groupes et de voir quels peuvent être les effets sur le stress et aussi d'autres effets comme la dépression et l'anxiété. Et donc il y a deux chercheurs un peu phares qu'on nomme souvent, qui sont alors pour le stress, c'est le professeur Miyazaki, qui lui a amené donc des groupes, et là c'était plutôt des dirigeants, hein, c'était des hommes d'affaires et des décideurs en forêt, mais il y avait aussi un volet médical où c'était en psychiatrie, c'était des patients aussi qui étaient amenés, et rien que de les amener pendant 30 minutes dans la forêt, il a pu mesurer des taux de cortisol, donc qui est l'hormone qui est générée par le stress, aller en diminuant, et avec des résultats assez vraiment conséquents. Qui a fait que donc ces pratiques ont été généralisées. Donc le stress, qui est quand même une maladie généralisée de notre société et de nos modes de vie. Et donc voilà, il y a vraiment un effet conséquent là-dessus. Il y a tout ce qui est l'immunité. Donc ça a été aussi important, et je dirais on en a parlé beaucoup, l'immunité durant le Covid. Et donc il y a des pays qui incitaient vraiment les personnes à aller dehors, aller dans les parcs, parce que là c'est un autre chercheur, King Lee, Dr King Lee, qui travaille à l'école de médecine de Tokyo, qui lui a aussi amené des groupes en forêt, des groupes dans les centres urbains, et il a analysé là lui les taux de cellules NK. Donc ce sont des cellules de défense qui sont dans la lymphe, et là aussi il a pu mesurer que ça a augmenté jusqu'à 50% quand les personnes passaient, alors là c'est 2 jours en forêt avec une marche lente telle que je propose, enfin c'est en tout cas des pratiques douces en forêt, et là les résultats ont été aussi assez spectaculaires en fait, spectaculaires. Et ensuite, des données physiologiques. Donc il y a vraiment des données mesurées, oui, scientifiques. Et alors, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de recherches. Aujourd'hui, il y en a une qui paraît tous les jours sur cette thématique-là, donc plus santé et nature. Mais il y a 30 ans, en fait, c'était pas du tout au goût du jour. Et puis, comme autre effet, c'est sur la santé mentale. On parle de Terra Sylvia, mais on a aujourd'hui aussi des recherches menées à ce niveau-là, où les personnes en dépression, mais modérée, faible à modérée, qui sont amenées dans des marches lentes en forêt, on mesure aussi des améliorations de leur état. Tout ça toujours avec ces précautions d'être suivi, évidemment. Il y a le niveau de la concentration mentale, en fait, donc tout ce qui est cognitif. L'attention, là aussi il y a des chercheurs, il y a comme ça un chercheur qui a un nom Terry Arctic qui est en Finlande. Il n'a pas un nom finlandais, mais il fait des recherches là-dessus. Mais il y a aussi un chercheur aux États-Unis. Ils ont fait un peu les mêmes recherches parallèles, où ils amenaient des étudiants, un groupe d'étudiants à marcher dans un parc ou une forêt, et un autre qui lui restait en chambre, et il leur a fait passer des tests de mémoire et de concentration. Et pareil, les résultats sont très positifs et meilleurs. Donc l'attention est recentrée quand les étudiants arrivent à avoir comme ça une
une aération à l'extérieur de leur cerveau. Et il y a encore un domaine qui est investigué, peut-être peut-être moins connu, c'est tout ce qui est problème de cœur chez des personnes. Donc des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Comme cette marche lente amène vraiment un apaisement, il y a la tension artérielle qui diminue, le pouls diminue, et tout ça est extrêmement bon pour des personnes qui ont des maladies ou chroniques de cœur ou au niveau du cœur. Donc voilà, c'est déjà une panoplie intéressante et je pense qu'il mériterait d'être investigué par nos instances de santé publique. Certainement. Ouais. Et tu ne l'as pas beaucoup parlé des effets pour toi, en fait, des bénéfices pour toi, parce que on imagine bien que tu ressens aussi les bénéfices physiologiques, donc l'apaisement du stress, la détente, peut-être le rythme cardiaque qui diminue. Mais est-ce qu'au-delà de tous ces effets vraiment plus mesurables sur le corps, qu'est-ce que tu retires de l'accompagnement de ces groupes en forêt? Alors moi, à chaque fois que j'accompagne un groupe, je ne suis pas la même. Je suis une autre personne quand je sors de la forêt que quand j'amène un groupe, parce que je rentre moi-même dans cette lenteur. Donc, je reste en veille puisque, évidemment, je guide, j'assure la sécurité du groupe. Je dois vraiment être là pour eux puissent lâcher prise et vivre l'expérience. Mais moi, ça m'a transformée en fait. Le fait d'amener des groupes, et en particulier plus longs, je sens que j'ai totalement ralenti mes rythmes de vie. Je suis encore, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en changement d'orientation professionnelle, c'est-à-dire je sens comme j'ai besoin de rendre ce que j'amène en forêt cohérent avec ma vie à l'extérieur, qui est encore une vie assez trépignante, alors qu'en forêt, je ralentis, je suis dans l'observation, je rentre dans de la fascination. J'ai pas dit le mot encore, mais ça c'est aussi des psychologues, les époux Kaplan, qui ont dit quand on observe des grands paysages où les feuilles qui bougent dans le vent, on rentre dans un état un peu spécial qui s'explique et qui en fait, qui repose notre cerveau. Et donc, moi, je sens que je bénéficie aussi de tout ce que j'amène. Et en fait, je sens que je suis dans le besoin d'amener cette cohérence entre qui je suis en forêt et qui je suis hors de la forêt. C'est compliqué, mais je suis en chemin. Merci pour ce beau partage, Naomi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une situation qui illustre ta pratique et qui t'a peut-être marqué un peu plus que les autres dans l'accompagnement des groupes en forêt? Alors, je me souviens, donc j'accompagne beaucoup des groupes, c'est plus rare en individuel. C'est que j'ai amené un groupe où il y avait un père et un fils. Et ils étaient venus parce qu'il y avait des problèmes dans leur famille et que le père avait invité son fils pour vivre comme ça une expérience différente en forêt et de partager cette expérience avec son fils. Et donc j'ai senti comme alors c'était un week-end, c'était donc un séjour plus long, mais comme au fur et à mesure du week-end, alors qu'ils étaient assez distants et que je sentais que la parole circulait pas entre eux. Enfin, j'étais dans l'observation, mais j'ai senti que au fur et à mesure qu'on avançait dans ce séjour, comme ils se sont ouverts et quelque part redécouverts, comme ça a amené quelque chose de nouveau et de très touchant, très authentique, et qu'il y a eu des partages. Alors voilà, je mets plus le contexte parce que je trouve qu'il y a une confidentialité évidemment à garder, mais je trouve que ça a recréé des nouveaux liens entre ces deux parents, enfin ce père et ce fils, et qui sont repartis. Ils étaient métamorphosés tous les deux, et j'ai senti que c'était quelque chose de nouveau qui s'était créé entre eux. Et je pense vraiment que c'est ce temps qu'ils se sont accordés, c'est grâce à tous ces bénéfices que la forêt nous amène, et j'espère que j'ai
pu nourrir aussi cette réconciliation, j'ai envie de dire, et ce nouveau départ entre ce père et ce C'est un fils. jeune de quel âge? Lui, il avait 23 ans et le père, il avait près de la soixantaine, quoi. Un jeune adulte. Oui, oui, un adulte, un adulte. Mais j'ai déjà vu aussi des plus jeunes, pareil, parce que j'aime bien ça, la mère et le fils, la mère et la fille, ou le père, et des adolescents qui ont quelquefois, voilà, qui sont en crise, ça amène de l'apaisement dans la relation. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Alors Nolwenn, on arrive à la fin de cette entrevue et j'ai une dernière question. Est-ce que tu pourrais définir en quelques mots ce qu'est pour toi l'écothérapie? Alors, l'écothérapie. Donc, pour moi, ce sont des pratiques menées par des professionnels, des gens formés, qui, avec la connexion, le lien avec la nature, amènent des améliorations et voire à une voie de guérison à des patients et aux êtres humains, j'ai envie de dire, des êtres humains. C'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est l'écothérapie, c'est pour moi comment notre lien, nous les êtres humains, avec la nature, nous aide à aller mieux et voire améliorer notre santé au niveau psychologique, physiologique et bien-être général. Et ça avec l'accompagnement de professionnels formés, certifiés et du milieu de la santé. Voilà, je ne sais pas si c'est la meilleure définition, peut-être que j'en trouverai une meilleure prochainement. Mais écoute, on peut déjà... Voilà, on l'a été assez long. Content avec cette première définition, Je voulais... la définition du moment, et on va remercier... Regarde, je voulais juste faire sentir pour finir comme la douceur. La douceur de cette nature qui nous entoure. Merci beaucoup, Nolwenn. Merci Eva. Merci à ce oui, magnifique surtout. environnement. Ouais, je trouve qu'on qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci. À bientôt.